Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Henri, arrête, s'il te plaît, merci. J'ai rien fait. Je vois ton sourire en J'ai toi. encore rien dit. Bref. C'est pire en pire. J'ai même plus le droit de parler, même de penser maintenant. Oui, je pensais à une connerie, c'est vrai, mais voilà. Bon, bref, le grand retour du printemps, des beaux jours qui se rallongent, l'herbe fraîche, du lait riche, des naissances, de la crème douce, des légumes hauts en couleur. Il y a cette marotte qui m'agace, un truc de vieux qui respire la poussière, qui sent le grenier et qui rend moins con, la lecture. Érudit malgré lui, bonjour Henri, Alexandre. Salut Michel, salut Maxime. Salut. Je sais pas si j'allais le prendre bien. Smartphone, laptop, batterie de secours, oreillettes, liseuse, hyper connecté, influenceur, cinéphile, réseaux sociaux. Il est à la pointe de la cyberculture. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. C'est à cause du sac à dos, ça en fait. Ah oui, c'est pour ça. Ah mais j'aime bien être effectivement bien équipé tout le temps. Bon. Je suis prêt. Le temps passe comme les saisons, et comme on tourne les pages d'un livre, vous, mes compagnons radiophoniques, vous dégustez, vous dévorez ces écrits qui remplissent ces livres, et où l'horloge se met en pause. Et mon cher Maxime, justement, tu as un bel ouvrage à ta disposition. Oui, je voulais parler aujourd'hui d'une revue qui s'appelle Cometa. Et qui est c'est un bimestriel et qui consacre son tout dernier numéro à paraître sur la cuisine, bizarrement, on va parler de nourriture et de cuisine, et le numéro s'intitule « Faites la cuisine, pas la guerre ». Tout un programme. C'est un peu d'actualité, oui. C'est un peu d'actualité. Et vous retrouvez en fait plein d'articles très intéressants qui traitent en fait de la cuisine au niveau international, au niveau de la géopolitique notamment, mais vous avez évidemment aussi des recettes. C'est assez complet, il y a des belles photos, c'est un bel objet. Vous avez notamment un article très intéressant qui a été rédigé par François-Régis Gaudry, qui est aussi le parrain de ce numéro. François-Régis Gaudry, on rappelle, c'est l'animateur un peu star de l'émission On va déguster sur France Inter, qu'on voit aussi beaucoup dans les émissions de Top Chef. Donc c'est le critique gastronomique que l'on voit un peu partout. Et donc voilà, parrain de l'émission, et qui signe un article à propos de Taïwan et de la position un peu particulière de l'île en fait, qui veut s'extraire de la domination chinoise, et aussi par sa nourriture. Donc, il y a tout Ils sont sous embargo, non ? Pas sous embargo, mais disons que la Chine considère Taïwan comme étant chinoise. Taïwan, elle, est indépendante de la Chine. Bon, il y a beaucoup plus de... Là, je vous fais un résumé très 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 rapide. Ils veulent les microprocesseurs, on le sait. Voilà, c'est toujours évidemment des intérêts économiques derrière. Mais là, vous avez justement dans cet article un petit peu de finesse à propos donc des rapports que les Taïwanais peuvent entretenir avec la Chine continentale, mais aussi avec le Japon. Japon qui lui-même est en conflit avec la Chine depuis longtemps. En fait, voilà, ça permet de redécouvrir des territoires par leur nourriture, avec aussi évidemment des recettes. Vous avez le bubble tea par exemple, est taïwanais. Il a été, ce qu'on découvre dans l'article, il est né à Shanghai, mais il a été vraiment développé, et comme on le connaît aujourd'hui, à Taïwan, à Taipei, donc la capitale. Est-ce qu'il y a des plats spécifiquement taïwanais, ou c'est toujours des dérivés, un peu des dérivés de la cuisine chinoise? Alors il y a beaucoup de dérivés, on va dire, mais un symbole là qui cartonne un petit peu en ce moment dans les grandes villes, c'est le guabao. Donc le guabao, c'est un petit bao en forme de sandwich. C'est pas la brioche toute ronde, elle est un petit peu repliée sur elle-même. Et vous avez, alors traditionnellement, c'est avec de la poitrine de porc un peu confite, et puis beaucoup d'herbes et des légumes en pickles ou autre, un peu comme le banh mi, ils sont un peu cousins, mais voilà, cette forme de bao en plus qui vraiment cartonne, ça c'est typiquement taïwanais par exemple, c'est pas chinois, c'est pas japonais. Voilà. Mais ça tourne que autour de l'Asie ou... Ça va, on parle de tous les conflits, on parle évidemment de l'Ukraine, de la Palestine, de l'Iran en ce moment, et on y reviendra peut-être tout à l'heure dans l'émission, mais voilà, vous avez quelque chose d'assez complet, non, ça fait un peu le tour du globe, hein. Et vous avez aussi également donc on parle de conflits actuels et récents, mais aussi vous avez des portraits, je parlais des recettes tout à l'heure, c'est via des chefs qu'on traversé des moments aussi de guerre ou de pauvreté.
via leur histoire de cuisiniers qui se sont exilés. Vous avez pas mal de portraits à ce niveau-là. Donc vous avez une chef brésilienne, vous avez une chef indienne par exemple. En France, on a recueilli beaucoup de chefs syriens, iraniens, exactement, qui excellent en France. Complètement. D'ailleurs, je salue l'association Refugee Food. Qui est à Paris et qui fait un travail remarquable avec justement l'accueil de chefs. Et qui est aussi à Lille avec Chef Simon qui travaille beaucoup là-dessus, sur l'échange culturel culinaire. Il a fait de beaux exploits. Un bisou à Bertrand. Ouais. C'est un très bon copain. Et moi, je salue un chef que j'ai pu rencontrer donc, au Refugee Food qui s'appelle Haruna So. Qui est vraiment donc j'ai pu participer, moi j'ai cuisiné un petit peu avec lui mais dans un cadre associatif et vraiment super chef, grand professionnel, donc s'il nous écoute. Quelle nationalité? Mauritanien. D'accord. Donc il connaissait peut-être la cuisine mauritanienne? Alors mauritanienne, il y a des ponts avec la cuisine sénégalaise, voilà, d'ailleurs il fait un superbe mafé classique et végétarien et vraiment super chef, donc j'en profite. Ouais, moi ça m'intéresse beaucoup parce que l'histoire des guerres qui ont influencé la cuisine dans le monde complet, j'ai plein d'exemples en tête là justement. On peut parler des guerres napoléoniennes où il a été scrouté lamentablement en Russie, et ce qui a permis le développement des boîtes de conserve métalliques, parce que celles en verre cassé. Bon, l'ouvre-boîte a été inventé un siècle après, mais bon, ça c'est un autre souci. On peut parler aussi du blocus de Paris pendant les guerres prussiennes, justement avant ou après Napoléon, je sais plus, où ils ont dû bouffer les animaux du zoo et ont trouvé des boucheries de rats, de chiens, enfin c'était l'horreur quoi. De girafes aussi, de zèbres aussi. Les seuls animaux qu'ils n'ont pas mangés, c'est les singes, parce que trop anthropomorphiques, mais voilà, ça c'est l'horreur de la guerre. Mais il y a eu aussi l'influence des Américains sur la cuisine japonaise, la mayo, le ketchup, voilà, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans leur cuisine. L'influence, l'invasion du Japon sur la Chine qui a amené tout ce qui était sushi, l'invention des ramen parce qu'il fallait nourrir rapidement les Japonais. Et il y a un super industriel qui a inventé les ramen lyophilisés, les petits sachets à 1 ou 2 euros là, qu'on retrouve, non nutritifs, mais bon, ça cale l'estomac. Enfin voilà, il y a eu plein d'influences, même si on prend les guerres américaines, la cuisine asiatique, par exemple, ils avaient embauché les Chinois pour construire les voies ferrées, et on a eu tout. En fait, la cuisine asiatique aux États-Unis, elle existe depuis que les États-Unis existent. C'est voilà, historiquement, c'est pas forcément lié au conflit, mais on peut imaginer des cow-boys asiatiques. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'elle se fiche sur la tronche contre des Sioux, et enfin voilà, c'est un truc de malade, quoi. Ou même nos amis vikings, qui ont été récupérés à l'Alambic, qui l'ont par des invasions. C'est grâce à eux qu'on a de l'alcool alors. Ouais, ils ont été le choper en Égypte, nos amis vikings, même sur d'autres choses que les denrées, mais ouais, c'est ça. Et moi je me souviens que j'ai une passion pour ça, l'histoire dans. Quand j'étais gamin, on disait que les légumes, le rutabaga et le topinambour, c'est vraiment les légumes qu'on mangeait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les légumes quand on n'avait rien d'autre. Or, aujourd'hui, c'est devenu des légumes assez prisés. Enfin, moi, je vous parle parce que je ne suis pas spécialiste de ce truc-là, mais tout ce qui est végétal... Ça revient, son syndrome anti-légumes revient. Le topinambour plus que le rutabaga, tu en cuisines, toi, Michel, le rutabaga, ça se... Topinambour, ouais, je suis assez fan. Les salsifis, genre de trucs qu'on n'était pas fan. Le topinambour aussi. Moi, j'adore ça, ouais. Ouais, un peu l'artichaut, c'est un goût d'artichaut un peu. Un petit goût noiseté, un petit goût d'artichaut. Alors il faut bien les éplucher et idéalement il faut peut-être les blanchir un peu ou voire les laisser tremper avec un peu de bicarbonate pour enlever ce côté, on va dire, flageolet. Un peu soufré, oui. Voilà, c'est vrai que pour certains systèmes digestifs, ça peut être un petit peu compliqué, le topinambour. Le rutabaga, c'est quoi ? Mais c'est à la différence du rutabaga, le topinambour, il y a quand même un vrai intérêt gustatif. Ouais. Le rutabaga, alors moi j'aime bien ça, mais c'est vrai que plus la famille des navets, ce genre de légumes racines, qui peuvent être un petit peu plus compliqués, donc ça peut être en soupe. Mais moi j'aime bien les rôtir avec un peu de miel et du soja, par exemple. Mais on rejoint le sujet de cet ouvrage, c'est que justement,
L'après-guerre, donc c'est la génération boomer, ils en avaient ras-le-bol de bouffer topinambour, rutabaga, les pois cassés. La première fois que j'ai fait du pois cassé au resto, il y a une dame, elle me fait hors de question, j'en ai tellement bouffé dans ma jeunesse que... Traumatisé. Je fais, ok madame, ils étaient à l'apéritif, je lui ramène juste un petit ramequin avec ce que j'avais préparé, j'ai goûté. Elle me fait, ah ouais, mais ça n'a rien à voir, forcément, vous avez mis du lard, d'autres légumes. On en revient là, quand on met du lard, c'est bon. Non, mais c'est pas à cause du lard, Henri, c'est parce qu'ils mangeaient du pois cassé à l'eau. Oui, sans lard. Ouais, voilà, sans rien. Non, mais même sans rien, c'est peu ou pas du tout d'assaisonnement. Oui. Forcément que tu as cette purée fade. Voilà, ça, c'est fadasse. Enfin, ça revient à ce que je dis toujours, quand vous avez du lard, ça améliore tout. J'aurais pas dû dire le mot lard. On rappelle que les pois cassés sont simplement des petits pois séchés. Voilà. Ouais, non, mais... C'est pas un légume à part entière. Ouais. Non mais voilà, c'est une autre façon de consommer le petit pois. C'était la conservation. Il n'y avait pas le choix, complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne... Ça qui est très intéressant, c'est que le pois cassé, on pourrait croire que c'est un autre légume, puisque quand on mange une purée de pois cassé ou une soupe de pois cassé, c'est pas le même goût que des petits pois. Or, ce sont des petits pois. C'est un peu la même chose que, par exemple, la morue, qui est du cabillaud salé. Il y a quelques temps, j'étais avec Christophe Beaufront, qui m'a formé à Paris, à l'avant-goût, dans le 13e. Et il me disait, les Parisiens veulent maintenant de l'aioli avec du cabillaud, qui est un truc de riche, et c'est beaucoup moins bon, paradoxalement, que l'aioli avec de la morue condensale, parce que ça a ce côté un peu plus rustique. Et or, on pourrait dire, si on a le produit frais, c'est mieux, mais pas toujours. L'aioli avec une morue condensale, ça a plus de caractère qu'à Bordeaux de cabillaud. C'est très beau, mais c'est un peu trop civilisé, je trouve, pour ce genre de plat. Donc il y a des exemples où la conservation, ou en tout cas, ça change le goût et c'est intéressant. Je vais te faire une petite histoire de famille. Donc moi, je suis fils de boulanger de père en fils sur 9 générations, pour resituer un peu le bordel. Et donc mon grand-père, qui avait 16 ans dans les années 40, m'a raconté, à l'époque pas de frigo, faut pas oublier que les inventions, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est très récent, contrairement à ce qu'on peut penser. Et mon grand-père, eux, ils avaient, comme ils étaient boulangers, les bacs à sel. Et ça servait non seulement, pour faire du pain, mais c'était aussi pour conserver tout ce qui était viande ou poisson pour la population locale. Donc à l'époque, Fontaine-la-Mallée, 800 habitants. Là, on tourne près des 3000 habitants. Donc petit village, que des corps de ferme. Et les Allemands étaient là et réquisitionnaient les boulangeries pour fabriquer du pain pour les militaires. Alors pour une fois, je vais faire... les Allemands qui avaient réquisitionné, donc il y avait 2 Allemands qui restaient là constamment pour surveiller, pour pas qu'on empoisonne le pain qu'ils fabriquaient pour les soldats. C'était 2 anciens fermiers, c'était la Lufthansa, c'était pas des nazis, et ces soldats, ils trafiquaient les comptes pour nourrir la population de Fontaine. Et l'importance du sel, de la salaison, on voit une évolution. Nous, on n'est plus habitués à manger aussi salé, autant salé, cabillaud. Souvent, à la place de la morue, on met souvent du cabillaud pour éviter l'étape de désalaison. On sale un peu plus pour rapprocher, mais il n'y a plus ces textures qui étaient un peu plus caoutchouteuses. Un peu plus rigide, parce qu'à cause du sel, c'est comme ça, aux Antilles, on fait le chiquetail, on déchiquette de la morue salée. C'est ça qui est intéressant. Je te laisse continuer. Moi, j'en ai vu chiquer, même de la morue. Ma grand-mère était d'origine espagnole, donc c'était son petit plaisir, quelque part, à chiquer ça pendant qu'elle préparait le bacalao version espagnole. Mais l'influence de la guerre sur la gastronomie, mais c'était dingue, quoi. Mon grand-père m'a raconté ça, les salaisons, comment ils fonctionnaient. Même les meuniers étaient surveillés par... c'était à Épouville, les meuniers à l'époque. Je crois qu'il y a toujours un truc qui s'appelle le moulin d'Épouville. Donc c'était un meunier, tu vois, même localement, l'influence des Allemands aussi sur la production. Mon grand-père a commencé à faire ce qu'on appelait les Berliner, c'est ces gros beignets tout ronds, farcis à la framboise généralement. Ça, c'est parce que les Allemands étaient là. Il fallait faire ce qu'on appelait le bâtard ou le polka. C'est le même pain, c'est ce pain où on rajoutait de l'huile pour qu'il soit très noir à la sortie de cuisson. C'est pas qu'il était bien cuit, c'est qu'on
on voulait ça parce que c'était au goût des Allemands, des occupants, quoi. C'est passionnant. Là, il nous manque un feu de bois, un feu de cheminée, tu vois, avec tonton Michel qui nous raconte les histoires. Père Castor, vas-y, c'est pas ta génération, mais bon. Vas-y, Père Castor. Non, mais ouais, c'est pour ça, moi je suis passionné de ça, parce que des histoires de famille, je peux parler de ma grand-mère en Espagne, qui était en zone libre, qui trafiquait les jambons, du marché noir de jambon. À traverser Paris, quoi. Ah ouais, c'était ça, c'était un peu ça. Enfin, à vélo dans la campagne, pour en fait récupérer du pognon, pour nourrir les Anglais qui étaient parachutés au mauvais endroit. Enfin, c'était des histoires de fous, quoi. Non, mais franchement, intéressant. Et du coup, ouais, tu parlais de l'Iran ? Oui, j'avais envie de parler un peu d'Iran, mais sous un angle différent. Gustatif. Voilà, gustatif, parce que bon, en ce moment c'est un peu compliqué. Un peu chaud patate, hein. Voilà. Mais l'Iran, c'est aussi une grande gastronomie. Moi, j'ai eu la chance d'aller donc goûter des plats directement sur place. Et c'est vrai que c'est une gastronomie qu'on connaît beaucoup moins en France. Mais qui vaut le coup, quoi. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais vous présenter 2 recettes et puis j'espère que ça inspirera nos auditeurs pour aller découvrir ce que c'est la cuisine iranienne. Il faut juste préciser déjà que pour la plupart des gens, souvent c'est le monde arabe, ça n'a strictement rien à voir, c'est un pays perse. C'est un pays perse. Farsi, perse. Rien à voir avec le monde arabe, on est d'accord. Rien à voir. C'est ni la même langue, ni la même. Alors, on peut retrouver certaines épices en commun dans les, notamment les ragoûts que je vais vous présenter, mais non, ça n'a rien à voir. Bon, renseignez-vous, la Perse, c'est intéressant. Ah oui, grande civilisation. Grande civilisation. Ouais. Donc on a gardé le chat, le fameux persan. Qui a une sale tronche. Oui, et puis qui est caractère à la con, mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Par contre, en Iran, le chat, lui, ils l'ont pas gardé. Mais ça, c'est une autre pas pareil. Bah oui, j'étais obligé là avec chat. Voilà, donc je vais vous présenter 2 plats, dont un, bouge-toi les oreilles Henri, qui peut être en version végétarienne. Mais il y a quand même, il y a pas mal de viande quand même dans la cuisine iranienne, hein. Donc tu pourras quand même goûter. Ça te va ? Ça me va. Donc oui, je voulais vous parler d'un ragoût, alors qui est, il y a 3 goûts principaux. Ça s'appelle du fesanjan. Alors vous m'excuserez pour les prononciations, qui est en gros un ragoût alors ça peut être du poulet, mais moi j'ai même vu des versions avec du canard, où en gros c'est avec une pâte de noix et de mélasse de grenade. Voilà, ce sont les 3 éléments principaux de ce plat. Alors, pâte de noix, gelée, mais là, on caramélise vraiment la grenade ? Alors, on peut s'amuser à le faire maison, mais ça prendrait un temps infini, parce que déjà, éplucher une grenade, je sais pas si vous l'avez déjà fait, messieurs, mais c'est... Ouais, j'ai essayé les tutos, ça marche pas. C'est long et on en fout partout, même quand on a un peu la technique, c'est un peu compliqué. Non, ça se trouve en épicerie, la mélasse de grenade directement. C'est libanais, non, d'ailleurs, non pour utiliser un mot qui n'a pas grand sens, mais c'est levantin. Oui, levantin, oui. Mais voilà, c'est dans toute Henri veut se fâcher avec tout le monde. Dans la cuisine libanaise, on en sert beaucoup. Dans la fameuse salade fatouche, là, qui est la salade de qualité libanaise, on met de la mélasse de grenade. Absolument. Et mais c'est un élément qu'on retrouve dans la cuisine en Palestine, en Israël, au Liban, en Syrie. Mélasse de grenade, en Turquie aussi. La grenade qui a été un peu fermentée. C'est du jus qui a été réduit pour en faire une. Comme la canne à sucre. Oui, voilà. Le jus de canne à sucre. Exactement. C'est un sirop, en fait. C'est un sirop de grenade très concentré. Voilà. Alors, rapidement, la recette. Je vous résume les étapes, mais en gros, un autre élément très important dans la cuisine iranienne, et j'y viendrai aussi pour le second plat, mais c'est que c'est toujours accompagné d'un riz au safran. Ça, c'est vraiment l'accompagnement typique iranien. Et si vous voulez le faire dans les règles de l'art, il faut faire ce qu'on appelle le tardig. T-A-H-D-I-G, qui en gros, l'idée c'est de créer une fine couche croustillante au fond de votre plat de riz. Comme les restes de paella. Exactement, comme le socarat espagnol. Alors, Michel, je savais que ça allait te parler, ça. On a pensé à la même chose, on en a parlé hier, le socarat. Ouais. Quand ça colle au cul, excusez-moi, c'est ça qui est bon, ça fait une croûte. Mais tout l'art de cette croûte, c'est évidemment, il ne faut pas que ce soit brûlé, il faut juste que ce soit cuit. Mais donc, vous avez une fois que vous avez fait ça, et je vais vous expliquer la méthode tout à l'heure, mais l'idée, c'est de retourner le plat dans lequel vous avez cuit votre riz, ça vous fait une sorte de gâteau de riz, finalement, avec une croûte extérieure très croustillante. Et là, en l'occurrence, il faut du safran. Ça aussi, c'est un des grands marqueurs. Désolé pour ce terme un peu moche, mais marqueur de la cuisine iranienne. Tu sais ça, Michel. On cultive du safran.
Tout à fait. À la main. Safran de Seine-Maritime. C'est pour ça que c'est cher, c'est que c'est des petits qu'on a pistils. interviewé. Ouais. Oh, oui, je te rappelle. Je me souviens plus. Vous en avez tellement C'est fait. pas grave. C'est pas grave. Un Alzheimer précoce, mais. Alors le Fessenjan, rapidement, vous faites revenir des oignons. Vous ciselez des oignons dans un peu d'huile, vous ajoutez du curcuma. Jusque-là, tout va bien. À côté, vous prenez vos noix. Alors, soit vous achetez de la pâte de noix toute faite, mais c'est un peu cher, il faut aller dans des marchés bio, etc. Soit vous prenez des noix, vous mixez, tout simplement. Vous mixez, vous faites une pâte assez lisse quand même, donc il faut avoir un mixeur un peu puissant. Cette pâte de noix, vous l'ajoutez à vos oignons, que vous avez ciselés dans une cocotte ou une très grande poêle. On mouille le tout à hauteur. On ajoute la mélasse. Du bouillon. De l'eau, du bouillon, à discrétion. On ajoute la mélasse de grenade et un peu de sucre. Vous pouvez mettre des dattes si vous en avez. Ok. C'est bien sucré. Alors l'idée c'est d'avoir un vrai sucré salé, ouais. Et vous laissez ça à petit bouillon tranquillement. À côté, vous allez prendre vos cuisses de poulet ou vos cuisses de canard, vos cuisses de volaille. Vous les marquez un peu. Donc à feu vif, côté peau, et puis vous les retournez un peu. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est doré, une fois que vous avez la couleur qui vous satisfait, vous plongez le tout dans votre début de ragoût, on va appeler ça comme ça. Et vous ajoutez un bâton de cannelle. Donc voilà, là on retrouve aussi des ingrédients communs au Moyen-Orient. Ou au Maghreb. Ou au Maghreb. Et vous laissez, alors l'idée c'est d'avoir une viande confite, fondante, donc allez, vous avez bien 2 heures de cuisson à feu moyen. Vous pouvez couvrir. Minimum, ouais, on est même sur peut-être 4 heures. Attention, voilà. Parce que le poulet, si on le laisse 4 heures, c'est de la ficelle, on fait de la rillette. Hein. Faut quand même... Alors l'idée c'est vraiment que ça fonde. C'est trouver la bonne cuisson. Toi qui aimes. 2 heures minimum. Évidemment, ça dépend de la taille de vos cuisses, ça dépend de ce que vous mettez. Mais une autruche, c'est plus long. Tu vois. Mais en tout cas, voilà, il faut que les cuisses soient très fondantes, voire justement quasiment se désintègre. Ouais. Ça peut le faire comme un peu l'esprit mlochia, un plat qu'on affectionne. Mais on pourrait mettre d'ailleurs autre chose que du poulet là-dedans, c'est une sauce. Question, on mange à la main en Iran ? Pas spécialement. Non, parce que je pensais au côté effiloché. Oui, mais alors non, vous avez découvert, mais alors vous pouvez sinon, là, on mange beaucoup avec du pain, mais comme au Liban, comme en Syrie, etc. Avec la main, avec le pain. Ouais, mais enfin c'est ce plat en particulier de ragoût, c'est plutôt découvert quand même, une cuillère. Mais on mange pas de burger avec des couverts par contre là-bas. Non, voire pas de burger. Mais oui, vous pouvez aussi faire la version. Attends, Henri, j'ai 2-3 horreurs pour toi. Vous pouvez faire aussi la version effectivement mini sandwich avec plein d'herbes fraîches à côté. Ça aussi, les herbes, c'est aussi quelque chose de très important avec les Iraniens. Alors il y a le côté arachide, noix, donc on n'est pas très loin du mafé avec la cacahuète. Ça fait finalement, est-ce qu'on met un peu de pâte d'arachide aussi, pâte de noix, on est sur les oléagineux, on peut faire des passerelles un peu, non Oui, tout à fait. Mais cuisine géorgienne aussi, il y a beaucoup de noix et de grenades, qui est plus proche de l'Iran pour le coup. On n'utilise pas beaucoup dans la cuisine française, je dis peut-être sous ton contrôle Michel, mais les noix, noisettes, dans les plats salés, je trouve qu'en France, c'est pas un truc qu'on utilise beaucoup dans les cuissons. C'est vrai. Les pâtes de noix, d'amandes, Je vais peut-être en trouver, mais l'amande, non. C'est le tagine de poulet aux amandes ou de pruneaux. Ouais. Mais nous-mêmes, je trouve qu'en France, c'est pas une tradition, on utilise les amandes, les noisettes, les noix. Enfin, à part pour faire des gâteaux, mais sinon, dans le salé. Dans le salé, je vois pas d'exemple. Roquefort noix, c'est souvent associé au fromage. Mais avec le produit brut, quoi. Il n'y a pas le travail, la pâte. Faire cuire de la pâte de noix comme ça, c'est intéressant, moi je trouve. C'est beaucoup plus les influences romaines sur la pâte d'amande. Les dragées, tout ça, là on travaille énormément les fruits secs, mais sinon dans... Les mendiants aussi, ça c'est bon. Les mendiants, les Florentins, là, Ça c'est très bon. Donc voilà, vous servez ce ragoût avec du riz et des herbes fraîches, si vous voulez faire vraiment comme là-bas. Les herbes, c'est quoi ? Alors les herbes, ça va être... Alors beaucoup en Iran, il y a beaucoup de basilic citron. Pas du basilic classique, mais du basilic citron énormément, de la coriandre. Beaucoup, bien sûr. Je vais faire mon riz que vous pouvez retrouver chez Maison Argentin parce que lui on produit. Oui, c'est vrai qu'il est très fort pour les herbes fraîches. Les herbes aromatiques. La menthe est utilisée en Iran ? La menthe énormément. Ouais, moi j'adore la menthe. Surtout dans le Jet 27. Oui. Avec modération. Avec modération, oui. T'en as un pour tout à l'heure ? Non, peut-être.
Oui, c'est n'importe quoi. Et cette deuxième recette, mon cher Maxime. Alors, c'est une recette qui... Que c'est laborieux. C'est laborieux, mais... C'est le samedi matin. C'est l'émission qu'on n'a pas préparée, on vous le dit maintenant. C'est ça. Ça s'appelle Miscellanée de printemps. Miscellanée, c'est un mot chic pour dire, bon, fournis tout, quoi. Voilà, bon, donc, et pas grand-chose. Vas-y, bien. Continue. Mais c'est bien, c'est parce que ça vous inspire quand même, donc c'est bien. Bizarrement beaucoup plus que d'habitude. On fait plein de ponts. Oui, le second plat, alors... assez similaire au premier dans le sens où c'est aussi un ragoût mais qui est vraiment le plat national et avec un autre élément qui est très iranien, donc ça s'appelle le gourmet sabzi. Sabzi, ça veut dire herbe en farsi, pardon. Et c'est à peu près la même idée, sauf que là c'est avec du bœuf ou de l'agneau, traditionnellement plutôt de l'agneau. Donc pareil, gros morceaux à cuire longtemps, donc macreuse, paleron pour le bœuf. Plat de côte, oui. Voilà, épaule ou collier pour l'agneau. Moi je préfère la version avec agneau, personnellement. Mais donc c'est à peu près la même chose. On fait revenir des oignons avec, alors là, important, ce sera pas du curcuma mais du fenugrec. Qui est une épice, une poudre qu'on trouve, on peut en trouver même au Havre. Hein. C'est un peu la feuille de vigne, il y en a. Parce qu'il y a une très belle sélection d'épices chez Hervé Lestage à la feuille de vigne. Vous trouvez toutes les épices. La marque Terre d'épices. On place tous les copains là. Des épices de qualité, vraiment. Terre exotique. Terre exotique, excusez-moi. Terre exotique, c'est une gamme fabuleuse. On est d'accord. Fenugrec, ça va, c'est facile, c'est easy à trouver. C'est facile à trouver, mais c'est pas forcément l'épice la plus connue, on va dire, chez nous. Donc, mais oui, vous pouvez en trouver assez facilement. Même toutes les épiceries au rond-point, hein, si vous êtes à Havrais ou Havraise, vous allez trouver ça très facilement. Mais surtout, donc à cette base de ragoût, vous allez ajouter des herbes, persil, menthe, aneth, tout ce que vous avez sous la main. Mais vraiment, l'idée c'est d'hacher énormément et de faire tomber, donc de faire à la poêle, de les faire cuire, hein, de devenir une pâte d'herbe, tout simplement. Et vous allez ajouter cette herbe à votre ragoût. Et là encore, hein, encore plus qu'avec la volaille, bœuf ou agneau, ça cuit longtemps. Donc vous avez le temps de refaire le riz croustillant. Une marmite, exactement. Et toujours pareil, dès que la viande s'effiloche, il faut goûter, il faut regarder, voilà, c'est de la cuisine qui prend du temps. Hein, mais... Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, parce que j'aime bien faire fouiller avant d'en parler. C'est quoi les pois à vache qui sont dans cette recette ? J'ai vu ça. Alors, pois à vache... je sais plus le nom. En tout cas, il y a... Ça m'a interpellé. J'ai oublié de mentionner, mais il y a effectivement dans cette recette-là des haricots. Il y a des légumineuses, donc des haricots rouges, et il y a des cornilles. Qui sont, cornilles, c'est ça, c'est les cornilles, les pois à vache. Alors, les cornilles sont des haricots noirs et blancs. Ce qu'on appelle en anglais les black eyed peas. Ça y est, je les ai. C'est exactement ça. Comme le groupe. En fait, les black eyed peas s'appellent les cornilles en français, si on devait. C'est un peu moins classe. Tu sais, t'as des System of Down, tous les noms de leurs chansons, c'est des plats asiatiques. Hein. Chop suey, etc. Bien sûr, hein, non mais. Rien ne me choque. Voilà, donc on met des black eyed peas dans également ce plat. Les Smashing Pumpkins, tiens, tu vois, il y en a plein. Les Red Hot Chili Peppers, on peut. Peut-être faire un plat avec tous les groupes. On peut peut-être faire une émission d'ailleurs là-dessus. Des citrouilles avec du piment et. Non, mais moi j'adore. À mon tour ? À ton tour, voilà, mais j'espère que... Moi j'aime beaucoup cette cuisine-là, justement, très aromatique, épices, herbes. Ouais, je trouve qu'on trouve tout, quoi. De l'aérien, ce qui vient de la terre, de sous la terre. Moi je trouve ça cool, quoi. Et je rappelle donc juste les noms des plats pour si jamais vous voulez regarder ça un petit peu plus sur internet, vous trouvez facilement des recettes. Hein. Donc Fessenjan pour le poulet noix grenade. Comment ça s'appelle ? Alors il y a pas mal d'orthographes différentes, mais c'est Fessenjan, Fessenjan. Ouais. Et vous avez le gourmet sabzi, donc sabzi S-A-B-Z-I. Et gourmet c'est G-H-O-R-M-E-H. Bien. Gourmet. Ouais. Voilà. Ouais, et le nom de l'ouvrage, on va peut-être... Et je rappelle le nom du magazine, donc c'est Cometa, enfin de la revue, c'est bimestriel. Vous pouvez vous abonner sur le site. On appelle aussi K-O-M-E-T-A, parce que voilà... K-O-M-E-T-A, ça veut dire comète en russe. Oui, mais je le précise, je sais qu'Henri, toi, on croirait un programme spatial. Mais enfin, bon, bref. Et pourquoi pas. Non, mais vraiment, c'est une très belle lecture. Alors, moi, j'ai adoré. Et surtout, moi, j'ai trouvé deux trucs que Henri Alexandre déteste. J'ai trouvé deux nouvelles recettes d'œufs.
Alors, il va me dire, bah non, j'adore ça. Alors, l'œuf parfait. Oh là. Cauchemar. Tu vas te faire 2 ennemis là. Voilà, 2 ennemis du coup. Alors, une recette rapide pour ceux qui apprécient. Moi, j'avoue que j'apprécie pas non plus parce que c'est trop gélatineux. C'est de la merde. En c'est texture. tout. Non, mais il faut dire l'œuf parfait. Oui. Le blanc est pas vraiment bien pris. Monsieur Coff, calmez-vous. Non, mais c'est pas bon. Pourquoi tu nous parles de ça? Bon, Ok, bref, d'accord. parce que j'ai vu une recette rapide. Oui. Normalement, c'est 45 minutes à 63 degrés. Tu vas nous au dire que tu l'as foutu four, dans le voilà. lave-linge, dans le lave-vaisselle? Non, mais c'est ça, là, j'ai trouvé une recette rapide pour ceux qui apprécient. C'est tu prends tes œufs, tu les mets dans une calotte et tu verses de l'eau bouillante dessus, papier film et tu attends 11 minutes. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa pour... Alors, à tester, hein, je sais pas si... Ouais. Est-ce que les œufs étaient au frigo ou pas? Il y a toujours ce problème. Et une deuxième recette que là, j'ai vraiment trouvé bien parce qu'il n'y a pas de gâchis. On avait fait une recette sur le gâchis. C'est les œufs confits, mais à froid. Et j'ai trouvé, alors pareil, à tester, hein, je ne l'ai pas encore fait. C'est vraiment tout simple. Vous collez vos œufs au congélateur, en coquille, hein, entier. Une fois qu'ils sont congelés, vous les ressortez, vous les laissez revenir à température ambiante. Donc on passe par l'étape frigo quand même entre deux pour des raisons d'hygiène. Et ensuite, une fois qu'ils sont à température ambiante, il y a juste à les casser. On récupère le blanc, c'est là où j'apprécie le concept. Et on récupère le jaune qui est confit directement par le froid. Donc à tester, mais... Ouais, donc là, tu nous as donné 2 recettes épouvantables. Non, mais qu'est-ce qui se prend? Tu vois, je sais que tu supportes pas les œufs confits non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, sinon, vous voilà. pouvez aussi manger des œufs à la coque, hein, c'est bien. Non, mais voilà. 3 minutes, on rappelle. Non, ok, Michel, tu Mais feras tes expériences. ton congèle, il tourne tout le temps, que là, t'es pas obligé Ouais. d'allumer un four pour confire des œufs, t'es pas obligé C'est d'allumer pas ce que t'as prévu pour nous faire à bouffer tout à l'heure, j'espère quand même. J'ai failli, hein. non, du tout. Pour la blague, ça aurait été pas mal. Bon, enfin bref. Bon, vous connaissez ma passion pour la musique et j'ai redécouvert une artiste française. Je vous propose de l'écouter. C'est Camille avec son titre Allez, allez, allez sur Westrack Radio. Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force de la taille et allez, allons, allez, allez, allons, à chaque coup de crosse, prends l'écorce du colosse et du cabasson, et du cabasson. Allez, 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 à chaque coup de sabre, prends la fougue des canailles et le fougue s'aille. Allez, allez, allons, à chaque coup de cloche, prends la crasse, crie les mioches, et les crasses, crie les mioches, et les carillons. Allez, 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 à chaque coup de balle, prends les confettis du stade, et c'est confettis du stade. Allez, allez, allons, à chaque coup de cloche, prends la force, c'est fastoche, la force, c'est fastoche, ma chanson. Voilà, Ça suffit. Pas moi. Ah super la chanson. Non, voilà, Ouais, ah non, j'adore. Ouais, je trouve ça super. Tais-toi et chante. voilà, Allons, à chaque coup. voilà, Mais j'ai pas le texte. Le polycopier, il est où le polycopier voilà, Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Bon bah tu reprends ton polycopier, tu prends le polycopier de. On va aller photocopier ton polycopier. Allez,
C'était Camille sur West Track Radio. Alors, vous avez pas vu la tronche de Henri pendant qu'on écoutait ça. Bon, c'est une question. Alors, moi, pour connaître quelqu'un qui a travaillé avec elle, c'est une très grande perfectionniste au niveau musical, percussion vocale, etc. Faut aimer le genre, mais j'ai trouvé rigolo cette chanson qui, en français, on a cette impression orientale à l'écoute. Ah oui, voilà, c'est très bien. C'est pas parce que j'aime pas que c'est pas bon. Hein. Non, je ne me prends pas pour parler d'autres choses. Vite, si on peut pas changer de sujet. Henri Alexandre, quand la nuit tombe, que la voûte s'illumine d'étoiles sur les routes du livre rouge, du bibendum. Ça y est, tu vois où je veux en venir. Les astronomes culinaires jugent et condamnent les résultats du guide Michelin sont tombés. Les résultats du guide Michelin sont tombés. Alors je m'en tamponne le coquillard comme de ma première liquette. Bon, alors je vais en parler. Mais on a 62 nouveaux quand même. Non, mais en fait, ce qui m'agace un peu, c'est que on est toujours soit rivé à ça comme si c'était la Bible, pour le coup, c'est le cas de le dire, la Bible gastronomique, soit on fait semblant, en tout cas pour les restaurateurs, de s'en foutre, ou alors on rend ses étoiles. Bon, là, on a le cas récemment de Sébastien Brasse, qui ne voulait plus en être, mais alors le directeur du guide a dit « mais ça ne vous appartient pas, donc on vous les attribue quand même ». C'est quand même un cas où on donne 2 étoiles Michelin à quelqu'un qui n'en veut pas. Enfin, tout ça alimente un peu un Landerneau que je trouve que c'est un peu oiseux, ça m'intéresse pas beaucoup, évidemment. C'est un guide gastronomique qui est comme tout guide imparfait, qui est comme tout guide qui a aussi son mérite. Il ne faut pas dire que c'est fait n'importe comment. Il y a des enquêteurs qui font le travail. Si on veut des guides qui travaillent moins sérieusement, j'ai des noms. Donc faut pas dire non plus, faut pas dire n'importe quoi sur le Michelin. Ça récompense. Ce que je peux dire, moi, c'est que, et c'est un peu ce que dit Perico Légas depuis longtemps, c'est que c'est vrai que la cuisine traditionnelle faite à un très haut niveau, qui pendant longtemps avait les honneurs du guide, ne l'a plus du tout. C'est-à-dire qu'un restaurateur qui ferait très très bien une cuisine classique faite à la perfection avec les meilleurs ingrédients du monde, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il aurait, à part le restaurant Bocuse, puisqu'ils sont toujours dans cette lignée-là, mais sinon quelqu'un qui s'installerait et qui ferait une cuisine un petit peu ancrée dans la tradition, je pense qu'on est toujours vers une cuisine un peu de recherche. Après tout, pourquoi pas, parce que bon, c'est leur... Là, tu penses, juste pour remettre un petit peu de contexte, mais tu penses donc, notamment à Guy Savoy qui perd une étoile, donc ça c'était il y a 2 ans, mais en tout cas de vouloir enlever des étoiles à des grands monuments qui ont eu 3 étoiles pendant des années, ça n'a pas de sens, c'est ça que tu veux dire? Je pense qu'il y a une tendance à valoriser vraiment la cuisine de création, de moderne, une sorte de course à l'échelle du modernisme, et que ceux qui font de la cuisine, tu peux citer Guy Savoy, tu peux citer L'Ambroisie, là ils ont changé de chef, donc pourquoi pas enlever une étoile en attendant que ça... Bon, ça c'est quelque chose que je trouve qu'il y a beaucoup de cuisines d'étoilées qui m'intéressent pas. Enfin, moi, comme je dis souvent, j'ai été dans pas mal de restaurants 2 ou 3 étoiles Michelin où finalement, si on me demande 2 ans plus tard qu'est-ce que j'ai mangé, je suis incapable de le dire. Alors, je peux vous citer par contre un ragoût de sanglier que j'ai mangé sur une route nationale en Provence. J'en parle 10 ans plus tard. Bon, c'est un peu la limite de la cuisine gastronomique, mais ça me regarde. Il y a des gens qui adorent cette cuisine-là. Bref, tout ça pour dire que le Michelin, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas non plus l'événement de l'année, sauf pour ceux qui... Sauf pour certains, et notamment, cette longue digression pour en venir à Julien Dumas, chef de 47 ans si je ne m'abuse, né en 79, qui vient de reprendre une petite institution dans le 16e arrondissement qui s'appelait le Pergolèse, qu'il a rebaptisé Zostera. Alors Julien Dumas est un cuisinier qui a été formé... assez classiquement, il a fait son CAP, son bac pro, il a ensuite été assez rapidement dans les mains de grands chefs, puisqu'il a été avec Alain Ducasse, avec Christophe Santagne, avec Jean-François Piège, Jacques Maximin, etc. Et là, il vole de ses propres ailes dans cet établissement qu'il a ouvert récemment, et on lui donne déjà une première étoile, ce qui me semble pour le coup assez justifié, parce que c'est un chef très très talentueux, qui cuisine comme personne, ou comme peu, en tout cas le poisson. Et alors ce que je voulais mettre en avant dans cette petite chronique, c'est que il a une approche, il est breton, il a une approche vraiment du poisson,
évidemment sur la durabilité, évidemment sur la saisonnalité, parce qu'on le redit, Maxime en parle assez souvent aussi. Les poissons, c'est comme les fruits et légumes, il y a des saisons, il y a des espèces qui sont menacées de surpêche et il y a des espèces qui ne le sont pas, tout ne se vaut pas, il y a des poissons qui sont d'élevage mais qui sont dans des bons élevages et d'autres moins, etc. Enfin, il faut s'intéresser. Donc lui, évidemment, s'intéresse à ça. Et il travaille beaucoup des poissons qui sont dits moins nobles, donc vous pouvez avoir à la carte d'un restaurant étoilé du congre, de la vive, du carlet, du mulet, du merlan, et pas simplement du turbo, du Saint-Pierre, parce que pendant longtemps, la cuisine gastronomique, il y avait les poissons nobles, c'était le Saint-Pierre, on les connaît, la barbu, le turbo, le bar, le cabillaud. Bon, alors je m'insurge sur 2-3 trucs. Alors déjà, le carlet... J'ai pas terminé, mais c'est pas grave. Mais le carlet, je considère ça comme poisson noble. Toi, mais personne ne considère... C'est la sole qui est noble, Michel. Oui, la sole, je veux bien, mais entre le turbo et le carlet... Toi, tu préfères un carlet? Non, mon cœur vacille, mais... ça y est, il me fait perdre mon fil. Mais travailler les poissons moins nobles, je pense que c'est aussi et t'as donné la réponse, par obligation, parce qu'on a écumé les fonds marins et que maintenant, je vais en citer un, le Saint-Pierre qui est devenu noble, alors qu'avant les pêcheurs le jetaient. On revient sur l'histoire de la cuisine. Ça servait d'appât, le Saint-Pierre. Les langoustines, pendant très longtemps, c'était pas prisé du tout, Michel. Les langoustines, c'était le homard était le plat du pauvre. Non, mais c'est pour ça, de dire que c'est noble ou c'est pas noble, ça dépend surtout de l'époque et de la rareté. Oui, mais aujourd'hui, travailler, quand on est Julien Dumas, de la mais vive... merde de la vive ou du congre, si tu veux, pendant longtemps, les restaurants chics où on payait cher... on se refusait. C'est bien qu'il y ait une évolution des mentalités où on se dise on peut avoir du plaisir en mangeant quelque chose de très bien cuisiné, qui est de la vive, qui est un poisson dont l'intérêt n'est pas évident. Qui va à la soupe. Voilà, à la soupe. Et sauf qu'avec le travail qu'il fait, on peut avoir des émotions en mangeant de l'encornet, qui est pas non plus quelque chose de formidable, de la vive, voilà, c'est l'intérêt, je trouve, de sa démarche. C'est une cuisine de crise, même dans le haut de gamme. On va en parler après. Est-ce qui lui permet au déjeuner d'avoir, j'avais pas fini, mais c'est pas grave maintenant. Vas-y. Personne ne respecte ce que je raconte. De toute façon, ils s'en foutent complètement. Mais depuis le début, moi, les masques tombent. Reviens à Julien. Je reviens à Julien Dumas. Donc je disais que voilà, cette cuisine est intéressante et qu'il la propose au déjeuner. En tout cas, au déjeuner, c'est un menu en 4 services à 55 €, ce qui, nous sommes d'accord, n'est pas rien, mais pour s'offrir une expérience d'un repas gastronomique fait par un très grand chef, 55 €, ça reste quelque chose qu'on peut faire en cassant la tirelire pour une occasion. Et il a dit récemment, et il a maintenu ça, c'est parce que j'ai écouté un podcast avant l'Étoile qui ne bougerait pas ces prix-là, et en effet, il ne bouge pas les prix. Il se dit pas, tiens, j'ai une étoile, 10% de plus. Alors que, comme tu sais, par contre, c'est vrai que tous les produits, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, augmentent. Le poisson c'est une catastrophe. Surtout, non mais c'est vrai, les légumes, les poissons, enfin, moi j'en parlais derrière. Et tout va augmenter encore, d'autant plus là avec la crise énergétique, donc le transport va augmenter, ça va être nos intermédiaires, même si c'est juste à côté, faut aller le chercher, donc ton prix du carburant, tu le répercutes ou pas? Ça a l'air dingue, mais... On en est un peu tous là, de toute façon. C'est terrifiant. Et les matières premières sont hors de prix, quoi. Donc, et la production de matières premières demande du carburant. Attends que nos amis agriculteurs râlent sur le prix du carburant ou nos amis pêcheurs sur le prix du diesel, parce qu'ils seront impactés aussi à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que par la rareté des produits. Bref. Donc cuisiner des choses, entre guillemets, pas nobles, c'est bien. Cuisiner le poisson en tenant compte de la pêche, de la surpêche, etc., c'est bien. Et je trouve que Julien Dumas a une approche... je vous invite à aller voir, les éditeurs, le Zostera. Alors le Zostera, c'est une plante aquatique, une algue. Je ne suis pas spécialiste de ça se saurait, mais Zostera, Z-O-S... C'est l'émission où on épelle. Voilà, c'est le thème de l'émission, on épelle tous les noms. Zostera, Z-O-S-T-R... J'arrive même pas. Je veux vous rappeler la blague de Popek. Vous m'épelez? Oui, vous aussi, vous m'épelez beaucoup. Oui. Voilà. Bon, moi, je pensais à Logographie qui proposait un restaurant étoilé à Courchevel pour 300 €. Tu as le droit à la vue et c'est le concept du non-repas. C'est un service en 3 fois. Il y a non entrée, non plat, non dessert. Tu profites que de la vue. C'est pas mal. C'est Logographie. Alors, le Zostera, j'y arrive plus. Zoroastre, c'est autre chose. Zostera, Z-O-S
Zarathustra. Zarathustra. Bon, bref. Le Sostera, Julien Dumas, dans le 16e, une étoile Michelin, la cuisine de la mer, absolument. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Maxime? T'as regardé un peu, c'est un vrai chef. Hein, ouais, vrai chef, travail très précis dans les dressages. Hein. Vous pouvez voir sa page Instagram est très très nourrie. Hein. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de. Ce travail très. On voit qu'il a été formé. Il dit que c'est Piège qui lui a le plus formé à la technique. Voilà. Pour lui, il a appris parce que c'est important d'avoir une vraie grande technique quand tu fais cette cuisine-là. Et donc pour lui, la grande technique, mais toujours connecté quand même à la tradition, c'est Jean-François Piège. C'est vraiment un disciple de Piège. D'ailleurs, Jean-François Piège, peut-être pour terminer sur j'allais dire les coulisses, les cuisines, sans mauvais jeu de mots. On a dit émission courte, j'ai faim. Bah oui, on a tous faim, mais c'est intéressant. Non, mais pour parler aussi justement un peu du petit jeu des étoiles, c'est vrai que Jean-François Piège, par exemple, est pressenti chaque année pour avoir 3 étoiles, et ça fait un moment qu'il passe à côté. Ouais. Il y a tout un... C'est vrai qu'il y a tout un... Le Michelin, parfois, se fait un malin plaisir, en tout cas d'un point de vue extérieur, de ménager les attentes, de faire un peu du suspense, et consacre parfois des chefs juste pour dire on fait ce qu'on veut et on va pas suivre la tendance, ce qui en soi peut être intéressant. Mais avec des choix incompréhensibles, comme tu en parlais Henri, parfois de destituer des institutions comme ça. C'est la limite de la chose, c'est qu'il faut vendre un guide chaque année. Exactement. Donc il faut qu'il se passe quelque chose de particulier chaque année, parce que à Issoudun, un type talentueux fasse un restaurant et qu'on décide de lui mettre une étoile, tout le monde s'en fout. Par contre, si un ponte de la gastronomie perd une étoile, c'est un cataclysme et ça fait parler, ça fait du buzz. Donc, mais c'est récent, ça. C'est récent. Et donc, c'est un peu la limite de la chose aussi, c'est que comme il faut vendre un guide chaque année, il faut qu'il se passe des trucs un peu spectaculaires, que ce soit alors obtenir une 3e étoile, ça c'est pas mal, mais la chute est encore plus spectaculaire si on peut destituer, si on peut déboulonner une statue, et là on fait du buzz et on va vendre peut-être plus de guides. Marc Vera, par exemple, on rappelle, il y a eu plein d'exemples là récemment. Donc, Vera, des fois, il le méritait. Oui, non, mais je dis pas que dans sa folie. Voilà, je dis pas qu'une fois que les chefs en 3 étoiles sont intouchables, mais je sais pas si Bocuse a repris sa 3e ou pas, ou s'il est toujours à 2. Bon, est-ce que la cuisine qui est servie aujourd'hui dans le restaurant de Paul Bocuse après le départ de Monsieur Paul est moins bonne que celle il y a 10 ans qu'il y était encore? On peut se poser la question, ou en tout cas certains jours. Tout ça était quand même un petit peu, surtout pour des établissements comme ça, où pour le coup... Subjectif, c'est à regarder avec un peu de distance quand même. Un peu de distance, exactement. Mais ça reste quand même un événement exceptionnel, le guide Michelin. Attends, une dernière chose, on redit qu'il y a plein de restaurants en France, il y a des dizaines et des centaines de restaurants où vous mangez bien à des prix acceptables, qui ne sont pas récompensés de l'étoile, et où on peut manger très bien. Donc pensez pas simplement que les bons restaurants, c'est les restaurants étoilés, et que le reste, c'est... Non, il y a des dizaines de bons restaurants. Il y a des belles choses. Et il y a des bibes gourmands aussi, parfois, c'est... Ouais. Et oui, alors dans les récompenses, on va les citer les fameuses étoiles, mais on a aussi, alors ça s'appelait l'étoile verte, maintenant c'est devenu la gastronomie engagée. Ex-étoile verte, on en a un, on a le Margot au Havre, qui a cette récompense, c'est-à-dire engagé avec les producteurs locaux sur le bio, sur il est en train de nous faire un AVC à côté. Non, pas du tout. Il y a le prix Passion Dessert aussi, qu'on néglige souvent, donc pour nos amis pâtissiers. Et dans les prix Michelin, alors là, c'est les trucs qui ont buzzé justement, le prix du jeune chef Michelin qui a été accordé à Quentin Pelstor-Verrier, à Colomiers. On a le chef mentor, Pierre Gagnère, qui fait un cordon bleu exceptionnel. Non, mais c'est pas une blague. Les prix de sommellerie et prix de service aussi. Donc, les autres corps de métier, il n'y a pas que les cuistots, il y a aussi ceux qui font le spectacle en salle, parce que ça reste du grand spectacle quand on va manger dans un restaurant gastronomique. Monsieur ? Ça, c'est très bien, effectivement, de voir au-delà des cuisines. Maintenant, il faudrait peut-être penser à avoir des étoiles pour les plongeurs. Oui, aussi. Non, mais je dis pas ça, c'est pas du tout péjoratif. Des magots, mais alors là, vraiment... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je déconne. Non, mais justement, c'est ça... Ou de l'équipe, un prix pour les équipes, pour le management. La démagogie, c'est juste de dire la salle.
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, Donc voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Voilà, j'en Bravo, profite. c'est bien. Mais voilà, le restaurant c'est beaucoup plus qu'un chef et l'image médiatique. Ah mais moi c'est ce qui que l'on en a. m'énerve à fond quand on voit cette espèce de je finis là-dessus, bon je vais pas dire le mot parce que ça m'agace, mais gros lait, quand on le voit faire ses vidéos avec cette espèce de benet satisfait avec beaucoup d'amis de politiquement incorrects, on ne dira pas plus, et on le voit tout seul avec des caisses en plus pour montrer que c'est riche, donc il a des caisses de vanille grasse, voilà, et par contre il n'y a jamais personne qui est en train de travailler, donc c'est lui-même qui fait clac-clac avec des montages comme on voit aujourd'hui, donc Il fait la plonge, tout. voilà, il fait tout. Et il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne derrière ça. C'est insupportable. Il y a des gens qui souffrent beaucoup dans ces établissements-là. Il faut le redire. On a vu récemment René Redzepi, au Noma, chef soi-disant un des meilleurs restaurants du monde, qui a maltraité, que ce soit sexuellement ou avec des violences physiques ou du harcèlement encore, et qui aujourd'hui dit je suis désolé, c'est pas bien. Pendant 10 ans, j'ai insulté, tapé des gens, fait des allusions de cul, mais c'est pas bien. Il y a des gens qui souffrent dans ces cuisines-là aussi. C'est pour ça aussi que la cuisine gastronomique, moi je suis parfois... 25% des apprentis sont maltraités. Voilà, exactement. Encore aujourd'hui, en Voilà. 2026. Donc c'est insupportable. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas cette histoire de cuisine étoilée. Il faut voir l'envers du décor et c'est rarement très propre. Je vais pas jeter le propre sur tout le monde justement, mais il y a quand même beaucoup de gens maltraités là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui font 80 heures payés 30. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens racisés qui sont humiliés. Il y a beaucoup de femmes qui sont agressées sexuellement. Enfin voilà. Peut-être faut le dire. moins dans des restaurants de famille de campagne où il y a peut-être moins ça que dans ces établissements où dans on pense tous qu'on les est... établissements, hein, ça peut aller du snack juste au Oui. chef étoilé, c'est pas juste un secteur. Je te coupe, je suis désolé, mais Non, parce j'ai que terminé, je sais moi, que t'as faim, J'ai soif. Je vais citer aussi un autre événement sur le guide Michelin, c'est que Yannick Aleno a dépassé Alain Ducasse en nombre d'étoiles. Il est passé de 18, Alain Ducasse 17. Alors c'est 3 étoiles maxi pour un restaurant, et donc ça veut dire qu'ils ont plusieurs établissements, donc ils peuvent pas être partout non plus, c'est ce que je reproche. Ce que Vera a toujours fait, c'est rester derrière les fourneaux. Bocuse était derrière les fourneaux. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des vrais... Voilà. Guy Savoy, etc. Faut savoir qu'on cite souvent Joël Robuchon, mais c'était monsieur 30 étoiles, hein, voilà, les ateliers Robuchon et... Comme Ramsey aujourd'hui, toi qui es fan de Gordon Ramsay, ça doit être ça aujourd'hui, non? Il est dans le top 10 des chefs mondiaux en nombre d'étoiles. Donc, lui, il est mais c'est pas comme tu dis. Voilà, lui, pour le coup, ça va. Il a la petite boutique de sandwich jusqu'au restaurant étoilé. Il a tout. Ouais, toute la gamme. Henri, t'avais trouvé sur les réseaux sociaux quand même quelque chose encore de moche chez nos amis étoilés. C'est des fournisseurs impayés. Il y a eu un petit scandale d'une productrice. Voilà, je peux le faire, hein. Une petite dame qui a dit c'est bien beau de leur décerner des étoiles, mais quand on se retrouve avec un mois ou plusieurs mois d'impayés derrière, c'est facile de réussir. En gros, hein, je résume un peu ce qu'elle a voulu dire. Oui, tout à fait. Les fournisseurs qui sont pas payés ou qui sont payés avec 12 mois de retard. Et finalement, qui sont un peu la variable d'ajustement sur lesquelles les restaurants... Alors, oui, c'est difficile, mais c'est vrai que le Michelin pourrait aussi s'intéresser à la façon dont les restaurants sont gérés et que quand on a des fournisseurs qui sont pas payés... D'où mon prix de management, tu vois. Oui, d'éthique un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des restaurants qui se voient attribuer des étoiles, alors que pour les fournisseurs qui sont un peu la matière première ne sont carrément pas payés ou mal payés. Ou mal payés ou avec beaucoup de retard. Ça devrait être pris en compte aussi. Voilà. C'est un petit c'est facile. Si on paye personne, je pense que tu peux faire du caviar pour tout le monde. Hein, tu peux voilà, des yeux de crevettes. non, ça, c'est la blague qui tombe. Moi, j'ai adoré sur cette préparation d'émission. On change de sujet complètement. C'est Maxime qui a trouvé une super recette pour toi, le camembert bouilli. J'ai découvert ça avec stupeur il y a quelques jours. C'est ça. Ouais. Une influenceuse anglaise, hein, mais je crois que c'est elle le blanchit, elle le rôtit après, non? C'est juste bouilli. Non, c'est juste blanchi. C'est juste bouilli. Dans de l'eau. Ça donne envie, non? C'est bien. Moi, que c'est pour saler les pâtes, en fait. Faut vraiment qu'on filme, hein, en fait. Et si vous voyez les réactions d'Henri sur ce genre de scandale. Oh là là. Ah ouais, voilà, camembert bouilli. Tu vois, on trouve toujours une nouvelle recette de camembert. Non, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est quand même gâcher le produit. Hein. Après, c'est hallucinant. On peut être amateur de camembert rôti. Non. Attends, Henri et moi, on n'est pas d'accord, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'est pas bon.
faire bouillir un fromage juste pour le faire bouillir. En plus, ça n'a pas de fleurie. Voilà, je veux dire, même n'importe quel autre, un Brie ou un Neuchâtel, qu'est-ce que ça fout dans de l'eau, quoi. Complètement. Là, je vous rejoins. Sur ce coup-là, je suis rôti, oui, bouilli, non. Laissez-le fondre tranquillement à la température ambiante, si c'est ça que vous recherchez, mais le bouillir, non. Ouais. Alors moi j'ai vu un autre truc aussi qui tournait là sur C'est à vous et sur d'autres chaînes, c'est la restauration, comment les Français, parce qu'il y a des statistiques, guide Michelin, il y a des stats qui tombent, voilà, les plats préférés des Français, on revient toujours sur notre bœuf bourguignon, la blanquette, le couscous, voilà, des plats vraiment cuisinés. Et derrière, quand on voit la consommation des Français, c'est burger, pizza, frites, steak frites, voilà. Donc il y a ce paradoxe entre ce qu'on aimerait manger et ce qu'on mange réellement. Ou ce qu'on dit qu'on mange. D'où la crise de la restauration aussi, et la transformation de la restauration. Et moi, j'ai trouvé un petit nom, j'appelle ça le syndrome de Wall-E. Je ne sais pas si vous connaissez ce film d'animation. Oui. Vous voyez les passagers du vaisseau, incapables de se mouvoir et en train de manger liquide, mou. Alors, c'est Thierry Marx qui dit, mais voilà, maintenant, la nouvelle génération mange mou, liquide, hyper sucré, hyper gras. Et je trouve que dans Wall-E, c'est très très bien représenté vers quoi on fonce là, littéralement. C'est pour ça que les gosses ont des problèmes, ils sont tous appareillés dentairement parce que les spécialistes de l'évolution te montrent que je sais que la mâchoire travaille plus. Et surtout elle est trop petite maintenant par rapport au nombre de dents, c'est-à-dire que voilà, les dents de sagesse sont inutiles. Voilà. On ne mâche plus assez, ça devient inutile. Ouais. Il faut mâcher, il faut arrêter de manger des choses molles. Aller chercher sur les textures, pas seulement sur le goût. C'est pareil, le fish and chips, tu vois ça, toutes les cartes de restaurants, mais arrêtez avec ça, enfin, c'est pas possible. Burger, fish and chips. Et après, on se dit pays de la gastronomie. Poulet frit, voilà, c'est les kebabs. Mais que ça existe, c'est une chose, mais que dans des restaurants dits de brasserie, je vais pas en citer au A, mais il y en a un front de mer, où on a un burger et un fish and chips. Non. Merde, enfin, je sais pas, mais. Je voulais. Si, je voulais ouvrir. C'est un prénom, c'est une brasserie avec un nom de prénom féminin. Un petit débat là-dessus, je voulais ouvrir un petit débat là-dessus, mais moi, je pense qu'il y a un gros souci d'éducation des parents envers les enfants. Si les enfants, ou si certains de notre génération, ou même celle à venir, mangent ça, c'est parce qu'on leur a appris à manger ça. Quand je vois des restaurants, des gens qui viennent au resto, quand on leur dit « vous avez un menu enfant et tout », je fais « non, par exemple, moi, je propose des demi-portions. » Alors j'avoue que c'est pizza ou pâtes, mais je leur interdis pas de manger des pâtes au Saint-Jacques, au même prix, pour 8 balles, pâtes au Saint-Jacques, ou s'ils veulent des pâtes aux escargots, ou une pizza au magret au foie gras, je n'interdis rien. Ou si vous voulez, il peut prendre une petite entrée en guise de plat. Je m'en fous, mais servir une petite fricassée d'escargot avec une poignée de frites, voilà, ça peut être sympa pour un gamin, plutôt que de se retrouver toujours sur cette pizza Bambino, tomate, fromage, jambon, toujours se retrouver sur des nuggets, pâtes, les machins, nuggets, voilà, et on revient toujours. Vous avez pas un steak frites, mais il a peut-être envie de manger un morceau de bavette avec la petite compotée d'oignons. On le fait une plus petite portion, on s'en fout, voilà. Ouais. Puis je me refuse à servir de la merde aux gamins, c'est ça. Je pense que c'est une très bonne chose parce que justement au restaurant, c'est justement l'occasion, je pense, pour que, comme tu disais, Michel, d'éduquer aussi. C'est une éducation. On n'aime pas le vin, on apprend, on éduque les gens à apprécier le vin. Moi, je force mes gosses à boire du pinard depuis qu'ils ont 6 ans. Donc, on le ressent. Non, c'est pour rire, ils sont adorables en plus. Non, mais voilà, c'était un petit coup de gueule. Raison. Faut arrêter. Je vais prendre un menu enfant ce midi, moi. C'est pas loin. Bon, voilà pour moi. Moi, j'ai fait le tour. Vous, messieurs, quelque chose à rajouter? Un événement? Non. Quelque chose? Si, on pourrait peut-être parler, c'est Monsieur Picard, donc le bistrot parisien qui va ouvrir 2 nouveaux établissements et surtout qui va reprendre le Lafayette. Ouais, il va ressusciter une institution à Vraise. Voilà. Il a bouté, enfin non, c'est pas lui qui l'a bouté, mais exit Starbucks, et ça je suis content parce que vendre à prix d'or des cafés où il y a 12 pierres de sucre dedans en appelant ça avec des noms à la rallonge, foutez-moi le camp. Starbucks, ça dégage et on réouvre le Lafayette qui est l'institution. J'espère que ça sera une vraie institution comme avant à l'ancienne avec, je sais pas, qu'est-ce qu'on y servait d'ailleurs, Michel, moi je sais. Je sais pas, j'étais pas né. T'étais pas né. Poisson pas né. Non, il réouvre le Lafayette, bonjour, merci à Guillaume. On y mange bien au bistrot parisien, bon, alors on me dit toujours oui, mais tu dis du bien du bistrot parisien, le service, ceci, cela. On mange bien, il y a de tout, c'est bien. C'est une brasserie
brasserie, il faut pas C'est oublier un peu le la concept, fête, il faut hein. 400 couverts, qu'est-ce que vous voulez avoir de la dentelle? On y bouffe bien, on y bouffe à toute heure, on peut manger du jarret et puis des tripes. L'arrêt, Le surtout. jarret fermé d'1,2 Voilà. kg, il a de la gueule, je suis Ouais. désolé. L'arrêt. hein, il Et y a des choses- l'arrêt est magnifique, l'arrêt. Ouais, D'ailleurs, voilà. j'ai pas parlé de l'arrêt grenobloise de Julien Dumas, d'ailleurs, une bonne reine, mais c'est vraiment délicieux. Alors, grenobloise, on explique quand même vite fait. avant de finir. Rapidement, la grenobloise, c'est ce qu'on appelle une garniture d'appellation. Dans le jargon, c'est Escoffier qui a beaucoup parlé de ces garnitures d'appellation. Il y avait les Crécy, Argenteuil, Choisy, etc. Bref, grenobloise, c'est capre, crouton, persil, citron, c'est très simple. Citron, c'est bien. Il a pas Des oublié petits le citron. suprêmes de citron et des petits croutons très fins. Il l'a fait voilà, un peu crouton de pain de Même mie, râpé, moi j'ai vu râper du pain, et c'était. Ouais. Ça Enfin, faisait c'est- pas de la Ok, chapelure. c'est avec tes œufs congelés, tes machins, écoute, on va te laisser avec tout ça. Mais, donc grenobloise, c'est très bien. Et donc au bistrot parisien, on les salue, c'est bien. C'est comme moi j'aime bien la Non, terre mais de j'aime bien paillettes la aussi. démarche. Et l'autre établissement, ça sera un glacier artisanal. Donc ça aussi, je trouve que Ça, c'est bien. bon, j'aime C'est bien pas les mal. glaces. hein. J'aime bien les glaces. Moi, je trouve que ça va classer. On va pas rentrer Ça dans va notre, sûrement claquer. notre Ouais, bur- voilà. dans, notre J'ai bur- dans notre burkini. Par contre, Michel, on rentrera plus. hein. Non, point. Je suis pas apiculteur. Bon, sur ce... Mon Dieu, c'était nul. C'était gastronomique. Excusez-nous, pardon, on fera mieux. Excusez-le. Excusez-moi. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez le podcast de cette émission sur toutes les plateformes et sur toutes les box. Et comme disait Joël Rebuchon, Et bon appétit, bien sûr.